Alors, ce qui nous amène aujourd'hui à ce webinaire, les derniers chiffres de l'assurance maladie, alors les derniers chiffres connus et publiés de l'assurance maladie, donc date de 2022. Ils ont été publiés en décembre 2023. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres des essentiels de l'assurance maladie qui compilent toutes les données. On voit qu'en 2022, il y a eu sur toute la France une baisse de plus de 6% des accidents du travail et de plus de 6% des maladies professionnelles. Donc c'est un très bon résultat, une très bonne tendance plutôt, hein, même si les chiffres restent toujours trop élevés, ça reste une bonne tendance. Mais cependant, on voit les maladies liées aux maladies psychiques. Excusez-moi pour la faute, je m'en aperçois à l'écran, et également pour les risques psychosociaux. Donc on voit que une hausse assez forte des accidents du travail reconnus, donc reconnus par l'assurance maladie, et des maladies professionnelles reconnues également par l'assurance maladie par rapport à 2021. Donc tout ça pour dire que bah, ces problématiques continuent année après année à devenir une tendance de fond et sur lesquelles il faut réfléchir, travailler et mettre en place des actions de prévention. C'est pour ça que j'ai demandé aujourd'hui à Astrid Le Fur, de venir nous faire un petit état des lieux d'un côté et puis surtout nous donner les axes pour faire de la prévention en entreprise. Bonjour Astrid, je te laisse te présenter et puis je vais te laisser prendre la main également pour cette présentation. Bonjour Eric, merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous virtuellement. On aura l'occasion peut-être de discuter un peu plus à la fin sur la partie questions-réponses. Donc, qui je suis? Donc, Astrid Le Fur, je suis coach professionnel spécialisé en prévention et accompagnement du burn-out, épuisement professionnel. Je suis aussi l'auteur du livre que vous voyez derrière. Je vous en parlais un peu en introduction de mon message, donc qui s'appelle Du burn-out au burn-out, les 7 étapes vers la renaissance, et qui a vraiment comme objet et c'est la proposition que j'ai avec les gens que j'accompagne d'ailleurs, de transformer le burn-out, l'épuisement en une opportunité, donc aussi bien pour les personnes quand elles le vivent, une opportunité de se libérer de tous nos schémas en lien avec le travail et de se créer une vie professionnelle qui nous correspond mieux. Et puis là, ce dont on va parler ensemble, une opportunité pour l'entreprise elle-même, pour identifier ce qui dysfonctionne et qui pourrait mieux fonctionner, avec cette idée vraiment de fond que quand on aborde le sujet de ce qui épuise les salariés, non seulement c'est utile pour ceux qui se retrouvent en arrêt de travail, mais c'est utile en fait pour tout le groupe qui ne l'a pas forcément manifesté à travers un burn-out, mais qui en général souffre aussi de ces éléments de dysfonctionnement. Et donc c'est là que j'interviens aujourd'hui sur la partie entreprise, identifier ces éléments qui peuvent dysfonctionner et trouver des solutions ou accompagner les équipes à les trouver par elles-mêmes, puisque c'est vraiment ça la casquette de coach, hein, pas d'être un fournisseur de solutions, mais plutôt un accompagnateur pour que l'entreprise elle-même trouve ses propres solutions. Donc ça, c'est pour ma présentation personnelle. Et je vous propose de rentrer dans le sujet. Eric, est-ce que ça te va comme ça? Vas-y, vas-y, je te laisse prendre la main et lancer ta présentation. Voilà, c'est parfait, on voit tout. Parfait. Voici en plein écran. Donc, j'ai intitulé cette présentation 5 piliers pour prévenir le burn-out, vraiment pour axer une grande partie sur cette question de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une entreprise concrètement pour prévenir ou pour agir quand on se retrouve avec des situations d'épuisement ou de stress intense qui pourraient mener à des épuisements. Donc ça, c'est une photo du livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Peut-être un élément dont je ne vous ai pas parlé, c'est que je suis aussi l'auteur d'un blog qui s'appelle Partage ton burn-out, où vous pouvez trouver dès à présent plein d'informations, à la fois des informations sur le sujet du burn-out, mais aussi des témoignages, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, et puis des outils pour remonter la pente. L'écriture du blog est plutôt axée pour les personnes qui sont directement concernées et leurs proches. Et puis dans le livre, là pour le coup, vous trouverez pour tout le monde, à la fois pour les entreprises, des éléments de compréhension et puis pour les personnes elles-mêmes.
Un élément, parce que c'est souvent assez intéressant de savoir d'où viennent les gens, pourquoi je me suis intéressée à ce sujet-là, pourquoi j'ai à cœur de vous en parler ce soir. Donc, je suis ingénieure de formation et pendant près de 10 ans, j'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire en tant que manager de programme de recherche. Et puis, c'est le burn-out qui est venu s'intéresser à moi. Et c'est vrai que quand ça m'est arrivé, j'avais beau avoir fait des études scientifiques poussées, je n'ai absolument rien compris à ce qui se passait. Et c'est souvent d'ailleurs ce que vont raconter les personnes en disant, mais je ne comprends pas pourquoi moi et je n'ai pas vu que ça allait m'arriver ni les personnes elles-mêmes, ni souvent leur entourage. Souvent, les collègues, les managers ou les services RH sont tout autant étonnés de se dire, mince, on n'a pas vu les choses arriver et c'est dommage. Et c'est pour ça que toutes ces actions d'information auxquelles vous êtes là aujourd'hui, ce soir, sont vraiment essentielles puisque vous allez vous rendre compte à travers cette présentation que des symptômes et des signes, il y en a beaucoup longtemps avant, donc des mois avant, on peut les percevoir, mais encore faut-il être au courant pour pouvoir les détecter et puis savoir quoi faire. Parce que de plus en plus, on entend parler du sujet et on peut repérer les symptômes, mais parfois c'est la panique de se dire, ah là là, je vois qu'on est sur la pente raide avec telle personne ou telle équipe, et qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'on est face à une équipe ou des personnes qui se retrouvent en difficulté? Ça, c'est juste une image de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur du livre, qui est réparti en 7 étapes, que sont les 7 étapes du burn-out. Je ne m'étends pas plus sur le sujet. Je pense que dans le mail de replay, on pourra mettre un lien avec un lien Tout, notamment de prélecture pour ceux qui ont envie de le feuilleter numériquement pour savoir si ça les intéresse. tout à fait. Merci de ta proposition. Voilà, comme ça, vous pourrez feuilleter autant que vous voulez. Donc, ce que nous vous proposons avec Eric pour aujourd'hui, c'est d'abord de recommencer par des définitions. Peut-être certains en ont entendu parler, peut-être pour certains c'est complètement flou. Vous avez entendu le mot burn-out, mais ce n'est pas très clair ce qu'il y a derrière. Il faut dire qu'on en parle de plus en plus et parfois pas toujours à bon escient. Donc c'est important, on s'est dit, de revenir sur les bases. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de burn-out? Je vais vous parler de ces différentes étapes que traversent les personnes. Et puis, la partie où je vais le plus passer du temps, ce sont les 2 dernières. Comprendre les causes notamment environnementales, celles sur lesquelles l'entreprise peut agir, et puis ces fameux 5 piliers que je vous propose de parcourir et où je vous partagerai des histoires d'entreprises qui ont pu agir de façon à ce que vous puissiez concrètement imaginer des solutions. Donc, Eric, je ne vois pas du tout le chat. Si jamais il y a des questions Tout urgentes, à tu fait, m'interromps, hein. je surveille, Voilà, Astrid. Ne on est t'inquiète bien pas, d'accord. j'ai envoyé un petit message pour encourager les gens à nous faire leurs commentaires et poser les questions. Et bien évidemment, si c'est le bon moment, je relayerai les questions. Voilà, tu m'interromps si c'est le bon moment, puis sinon, on garde un temps pour toutes les questions à la fin. Tout à fait. Alors, j'aime bien présenter, donc je fais des conférences en entreprise pour informer sur le sujet du burn-out et j'aime bien commencer mes conférences par cette phrase-là. Est-ce que vous savez qui sont les personnes les plus à risque de vivre un burn-out? Ce ne sont pas les faibles, les fainéants ou les personnes qui ont des tendances aux troubles psychologiques. Non, ce sont les personnes qui ont tendance à penser qu'à elles, ça ne pourrait pas arriver. Donc, ce sont les personnes qui sont fortes, battantes et qui ont tendance à ne pas s'écouter assez et à se croire invincibles ou en tout cas prémunies, soit de par leur métier ou de par leur comportement. Donc, venir à une conférence comme celle-ci, à un webinaire comme celui-ci, ben, c'est déjà un premier pas de prévention individuelle, de se dire, ben, d'oser se dire, ben, peut-être qu'un jour, moi, je peux être concernée, ou peut-être que je le suis aujourd'hui. Euh, et le fait d'être vigilant à ça, d'oser se poser la question, ben, c'est le premier pas de la prévention. Donc, c'est déjà ce que vous pouvez faire auprès des salariés si vous êtes là pour représenter une entreprise, c'est les accompagner à se poser les bonnes questions et à être vigilants et à ne pas se prendre pour des super-héros. Donc ça, c'est pour les autres. Et puis, bien sûr, je vous invite à prendre pour vous aussi tout ce qui est bon. Donc, première partie, définition, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du sujet du burn-out? Quand on pose la question aux personnes qui le vivent, on a souvent une réponse très imagée,
avec cette image, hein, d'ailleurs, quand on prend le mot burn-out, on a cette image de l'immeuble qui s'est complètement effondré de l'intérieur et dont il ne reste que les murs extérieurs. Donc, on va nous dire c'est un effondrement, c'est une bombe à retardement, comme quelque chose qui va tout ravager. Et quelque part, hein, dans le retardement, il y a cette notion que on savait que ça allait finir par craquer, mais on ne savait pas exactement quand. Et il y avait cet espoir que ce quand, c'était plus tard. Donc, la personne a poussé trop loin. Il faut savoir que pour les personnes qui le vivent, c'est souvent un chemin de deuil de ce super-héros interne dont je vous ai parlé et de tout ce qu'elles avaient projeté dans leur carrière professionnelle qui va manifestement pas se faire comme elles l'avaient imaginé. Pour les personnes qui restent, les collègues, les managers, tout autour, ben c'est souvent une place qui est laissée vide, sans explication, des arrêts de travail qui arrivent toutes les 2 semaines ou tous les mois, ou parfois tous les 3 mois quand c'est un psychiatre qui les envoie, sans vraiment de compréhension, parfois sans aucune explication et souvent sans projection de savoir quand est-ce que la personne va revenir ou même est-ce qu'elle va revenir un jour. Il y a des situations, malheureusement, un certain nombre, où la personne n'expliquera jamais ce qui s'est passé et ne reviendra jamais et ça laissera un peu comme un vide, et une trace dans l'entreprise qu'il y ait aussi, finalement une difficulté pour tous les autres salariés autour, puisque chacun ira de sa propre explication et ça peut générer tout un tas de quelque part de troubles post-traumatiques, si j'ose l'appeler comme ça, pour ceux qui restent au travail et qui ont vécu à côté de ce qui a pu se passer. Ça peut vous paraître un peu violent quand je parle de ça, mais en fait, c'est important de considérer, même si une personne s'en va, qu'en fait, ceux qui restent font aussi partie de l'équation dont on doit s'occuper. J'arrive à des définitions plus académiques. Donc, je vous cite Christina Maslach, une des pionnières qui a étudié le sujet du burn-out. Et donc, elle dit que c'est un état psychologique, émotionnel et physiologique, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on en est là, qui résulte de l'accumulation de stresseurs variés. Donc pour la personne qui le vit, c'est d'abord extrêmement physique. C'est le corps qui refuse d'aller au travail. Et la cause de cet impact, c'est l'accumulation de stresseurs variés, c'est le stress au travail qui dure trop longtemps et qui est trop intense. Donc ça, c'est important à comprendre. La cause de l'épuisement professionnel ou burn-out, c'est le stress. Donc le stress, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une chose normale dans la vie. Il y a des moments de haut et de bas. Et c'est même un état très sain. On en a besoin quand il y a, je ne sais pas moi, un coup de bourre pour un projet. Ben, c'est bien qu'on ait toutes les hormones qu'il faut pour pouvoir le mener à bien. Par contre, quand cet état de stress dure dans le temps, ça génère toute une cascade hormonale qui génère des dysfonctionnements organiques et hormonaux qui est caractéristique de cet état physiologique. Et cette fatigue qui est générée a un impact sur l'état psychologique et émotionnel de la personne. Donc on voit que toutes les dimensions de la personne vont tomber en même temps. À la fois, elle va être atteinte physiologiquement parlant, mais aussi son état émotionnel et psychologique vont être touchés. Juste un point. Donc aujourd'hui, je parle de burn-out et c'est la même chose que l'épuisement professionnel. Dans le milieu médical français, on n'utilise plus volontiers épuisement professionnel. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, en tout cas, à l'époque, quand en 2016, ça m'est arrivé et que mon médecin m'a parlé d'épuisement professionnel et m'a dit, virgule, reposez-vous, j'ai cru que ce serait une grosse fatigue. Et souvent, c'est une des méprises qui est faite à ce sujet-là, c'est qu'on pense que la personne va dormir une semaine, peut-être 2, et puis hop, que tout va s'arranger. Mais quand vous le voyez dans cette définition-là, c'est quelque chose de bien plus profond qui va souvent nécessiter plusieurs mois et parfois pour certains plusieurs années pour remonter la pente. Il y a 3 grandes dimensions que l'on connaît. La première, c'est celle dont vous avez probablement entendu parler, cette fatigue tellement intense que le repos ne suffit pas à l'endiguer. Donc, c'est une personne qui sent qu'elle est épuisée, qui est d'ailleurs à l'image de la personne qu'on voit dessiner à gauche, là, avec des cernes, etc. Alors, des cernes, en tout cas, un état d'épuisement physique que vous pouvez observer. Et le fait de prendre des vacances, de dormir ou de se reposer ne suffit pas. Donc, c'est ça la différence entre une grosse fatigue et le burn-out. Quand on est fatigué et qu'on a du repos,
quand on revient, que ce soit de vacances ou d'un grand week-end, ben, on est plus fatigué, on est en capacité de reprendre une vie active normale. Là, ce sont des personnes qui vont avoir un sommeil qui est perturbé, donc soit elles n'arrivent plus à dormir, soit quand elles se réveillent, elles sont encore fatiguées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième que l'on connaît moins, c'est la perte d'empathie. Les gens vont devenir plus irritables, plus colériques. Et le troisième, c'est la perte d'efficacité. La personne va commencer à générer tout un tas d'erreurs ou à avoir des accidents à répétition qui sont liés au fait que le cerveau est impacté et qu'il commence à dysfonctionner. Donc, quand on commence à ne plus être capable de se concentrer, par exemple, ou à commettre des erreurs ou à avoir des accidents stupides, eh bien, c'est qu'on a déjà sérieusement atteint notre capital santé et qu'il est temps, alors qu'il est plus que temps de réagir, puisqu'il serait mieux de réagir bien avant. Je vous en parlerai un peu plus tard. Peut-être juste un chiffre, j'ai été trop vite. Aujourd'hui, il y a 2 550 000 salariés en France qui se disent concernés par un état d'épuisement sévère. Donc, si on compare aux chiffres qu'Éric vous a partagés tout à l'heure, la différence, c'est que là, on est sur le déclaratif des personnes, alors que dans les chiffres de tout à l'heure, qui étaient bien moindres, on est sur ce qui est reconnu en tant qu'arrêt de travail ou maladie professionnelle, ce qui n'est pas la même chose entre le déclaratif des personnes et puis la reconnaissance assurance maladie. Tout à fait. Alors là, j'avais envie de vous partager 3 croyances qui empêchent les entreprises d'agir. Parce que il faut vraiment considérer que l'état d'esprit que vous allez, en tant qu'employeur, avoir vis-à-vis de ce sujet-là va changer les solutions que vous allez mettre en place et les capacités de résolution. Donc ça, c'est vraiment 3 pièges que je vous invite à observer et je vous invite à vous poser la question pour voir si peut-être vous êtes coincé dans l'un de ceux-là, si vous essayez de résoudre des situations d'épuisement dans votre établissement. Donc le premier, qui est le plus courant, c'est le fait de penser que c'est un problème individuel. Ce sont des individus qui sont en burn-out, ça c'est évident. Ça a un lien avec qui ils sont en tant qu'individus, oui. Et oui, ce sont toutes des histoires uniques. Donc ça, je vous dis ces mots-là parce que c'est ce que j'entends moi régulièrement quand j'accompagne les entreprises. C'est un cas particulier ou c'est parce que dans sa famille, etc. Vous trouverez toujours la possibilité d'invoquer ce type de raison-là. Le problème au fait de rester accroché à ça, c'est que ça vous empêche de trouver des solutions sur lesquelles vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez agir. Donc, par exemple, quand on considère que c'est un problème individuel, alors soit on ne cherche pas du tout de solution en se disant, bon, bah, c'est l'individu qui va se débrouiller, il est responsable, et c'est vrai qu'on est responsable de notre propre vie. Donc, ça n'est pas faux, bien sûr. Et quand il y a des solutions qui seront trouvées, elles seront axées individus. Par exemple, offrir de la thérapie ou rembourser à travers la mutuelle de la psychothérapie, mettre à disposition un numéro d'appel ou faire un séminaire gestion du stress ou organisation, etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je pense que c'est très important de laisser l'individu en capacité de s'aider lui-même. Mais ça laisse l'individu seul face à sa problématique et ça ne permet pas le lien avec l'entreprise et donc le système entreprise pour trouver des solutions ensemble. Voilà, et puis ça va avec tous les conseils tels que prends des pauses, relativise, prends du recul, fais-toi aider, ou parfois il y a des conseils un peu brutaux comme si tu n'es pas bien chez nous, tu peux aller voir ailleurs. Bon, l'individu se débrouille dans ce cas-là. Deuxième élément, ça peut être le fait de penser que ce n'est pas la responsabilité de l'entreprise d'agir. Alors, soit parce qu'on est dans le premier cas, comme c'est un problème individuel, donc c'est à l'individu d'agir, soit parce que bien souvent, si on ne cherche pas, on ne voit pas d'impact nuisible immédiat, visible, du fait qu'une personne, une ou plusieurs personnes soient en arrêt pour épuisement professionnel. Donc, plus l'entreprise est grosse, moins il est facile de voir l'impact sur le chiffre d'affaires, sur l'image de marque, etc. Et au moment où ça arrive, quand on est sur une grosse entreprise, c'est que là, vraiment, on a un nombre de salariés qui est important concerné.
Donc, cette pensée, en fait, elle est fausse, hein, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de la période du fait que la personne soit en arrêt de travail et de toute la désorganisation que ça crée pour son équipe, il y a aussi toute la période où la personne était effectivement dans les effectifs et a été inefficace. Et puis, il y a tout l'impact psychologique et émotionnel de l'équipe autour qu'il faut prendre en compte. Et puis la dernière chose qui est souvent la dimension d'impuissance qui est mais on a tout essayé, on a essayé de mettre des choses en place. Et donc là, je pense à une équipe sur laquelle j'interviens aujourd'hui. Bon, ça fait 10 ans qu'ils essayent de faire des choses et ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Donc on est tenté de jeter l'éponge parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment 3 écueils qui fait qu'on peut se sentir coincé dans le fait de trouver des solutions. Je vais vous parler ensuite de comment on fait pour avancer. Donc, je voulais juste prendre le temps d'identifier s'il est possible que vous soyez coincé dans l'un de ces écueils-là. Je voudrais vous parler maintenant des étapes que les personnes traversent quand elles vivent un burn-out. Donc ça, c'est un schéma, c'est la base de mon livre, hein, c'est un schéma que j'ai dessiné moi-même, où je décris les 7 étapes que l'on traverse quand on vit un épuisement professionnel. Alors ça, c'est ma partie un peu ingénieure, catégoriser les choses en étapes, se dire qu'est-ce qu'il faut faire à chacune des étapes. Et c'est clairement le dessin que j'aurais voulu avoir quand moi, j'étais en arrêt de travail. Et j'avais envie d'un... Alors, ça ressemble pas à un plan projet type Gantt ou PERT, mais c'est un peu ça l'idée quand même, hein, de se dire, il y a des étapes et à chacune des étapes, c'est pas la même chose qui est à faire. Alors, pour ce qui est de quoi faire à chacune des étapes, pour ce qui est des individus, des salariés eux-mêmes, je vous invite à vous reporter au livre, puisque là, on va plutôt se concentrer sur la part de ce que peut faire l'entreprise. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que il y a des outils à déployer et des actions comportementales à faire à chacune des étapes et dans un ordre bien précis. Alors, ça paraît un peu rigide quand je dis ça, pourtant je suis extrêmement souple, mais notamment quand on est, donc la chute, c'est le moment où la personne se retrouve en arrêt de travail, suit une phase de décompression, décompensation, dépression. Donc, on est dans un état psychologique anxio-dépressif. C'est souvent ce qui est écrit d'ailleurs sur l'arrêt de travail des personnes qui sont concernées. Et donc là, à ce moment-là, c'est par exemple surtout pas le moment de prendre une décision de type je quitte mon travail ou autre. On n'est absolument pas en état de le faire. Et si jamais vous êtes RH et que vous recevez ce type de demande à ce moment-là, je pense qu'il est plutôt sage de proposer à la personne d'attendre d'aller mieux pour avoir une discussion vraiment de qualité et être sûr que c'est ce qu'elle a besoin de faire, puisqu'on va retrouver ce type de comportement dans cette phase 4 de dépression, de se dire, bon, voilà, c'est de la faute de l'employeur et si je le quitte, tout sera résolu. Sauf que vous comprenez bien que c'est en fait simpliste de penser comme ça et que c'est une tentative de fuite qui ne règle pas le burn-out et qui n'est pas souvent la bonne solution. Donc ça, c'est un élément important. Ce qui est souvent compliqué pour l'employeur, c'est que cette phase-là, juste après la prononciation de l'arrêt de travail, hein, qui arrive au moment de la chute, c'est la phase où potentiellement on n'a plus aucun contact avec le salarié parce qu'il peut être en état de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'il est possible pour certaines personnes que tout contact avec leur employeur, aussi sympathique soit-il, les mette en état de stress. Donc, il y a des personnes qui sont incapables de vous envoyer un SMS pour vous dire, voilà, je suis en arrêt pour tant de temps, telles sont les causes, ou etc. Et en fait, ça fait partie de cette étape-là. Je pense par exemple à une directrice qui a plusieurs agences. La directrice d'une des agences était en arrêt pour burn-out et elle était incapable de venir rendre l'ordinateur et les clés pour que les autres puissent continuer le travail. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est que le conjoint, qui n'était pas donc un des salariés, est venu apporter l'ordinateur et les clés puisqu'elle elle était en incapacité de faire ce type de geste. Et ça peut sembler absurde et pourtant c'est une réalité. Donc je vous le partage là. Dans la phase de récupération, c'est encore une phase où la personne est en arrêt de travail et elle commence à aller mieux et elle commence à retrouver de l'énergie. Il y a tout un travail qui est individuel, ce n'est pas l'espace de l'entreprise là, mais qui va permettre à la personne de retrouver confiance en elle, reprendre de l'énergie et retrouver du plaisir à la vie. C'est important ça aussi.
C'est après cette phase-là, à partir de la reconstruction, que la personne est prête à aborder son environnement professionnel, la question de est-ce que je reviens au même poste ou pas? Si c'est pas au même poste, est-ce que c'est ailleurs? Si c'est au même poste, est-ce qu'il y a des éléments qui ont besoin d'être aménagés dans mon poste? Et donc, toutes ces questions-là, ça n'est qu'à la phase de reconstruction que la personne est capable d'avoir ce type de pensée-là. Et c'est vrai que parfois, c'est très frustrant pour l'employeur qui aimerait lui aussi pouvoir planifier son agenda, savoir quelle sera la date d'ailleurs de l'étape 6, ce qu'on ne peut bien évidemment pas fournir. Et c'est très frustrant pour tout le monde, hein, d'ailleurs, même pour la personne en arrêt de travail. Et malheureusement, avant cette étape 6, la personne n'est pas dans les bonnes conditions pour avoir une discussion sur son environnement de travail, le fait d'y retourner ou pas, les besoins éventuels d'adaptation ou encore les besoins de transition professionnelle, si c'est ce vers quoi la personne se tourne. Voilà. Et puis l'étape d'après, c'est la nouvelle vie. Donc, c'est la vie, la même vie qu'avant, mais plus jamais comme avant, c'est-à-dire avec tous les apprentissages qui ont été faits pendant tout ce vécu-là pour ne plus retourner dans ces états-là. Donc, globalement, où peut agir l'entreprise? Elle peut agir avant et après. Au milieu, c'est l'espace de l'individu. Donc, avant, elle peut faire des actions de prévention avec, par exemple, des conférences auprès des salariés pour qu'ils soient acteurs de leur propre prévention. Donc, repérer ses propres symptômes, faire attention, savoir alerter. Souvent, sur cette partie prévention avec les conférences, ça permet que des collègues puissent s'inquiéter de personnes qu'ils observent grâce à ce qu'ils ont pu apprendre en conférence. Et bien souvent, le gentil collègue, c'est une des voies d'alerte les plus efficaces parce que c'est difficile de le dire à son manager ou au service RH, alors sauf quand on a des très bonnes relations, mais c'est quand même une maladie de la honte et souvent les gens n'osent pas le dire. Ils n'osent pas dire qu'ils s'en sortent pas et que tout seul ils trouvent pas de solution. Et donc parfois la première personne à qui ils vont oser parler, c'est un collègue. Donc voilà, les conférences aux salariés, ça permet ça. Ça permet que toute l'entreprise soit informée et donc qu'il y ait plein d'options possibles de repérer et que ça ne pèse pas uniquement sur un service RH ou le management. Pour qui d'ailleurs ça peut être assez lourd hein, d'être seul responsable du bien-être de tout le monde et de la santé psychologique de tout le monde. Sur cette partie prévention, il est aussi possible d'accompagner les personnes qui sont en état de stress. L'idée, c'est de ne pas attendre un arrêt de travail pour accompagner les personnes. Donc, et ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus, notamment suite aux informations, comme on est en train de le faire là ce soir, eh bien, ce sont des managers, des RH ou des dirigeants qui se disent, ah, mais telle ou telle personne, je ne le sens pas trop, faisons accompagner cette personne et n'attendons pas que ce soit une vraie crise pour agir. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace puisque ça permet d'éviter de passer par la courbe que vous voyez et de faire un pont directement. Donc ça, c'est, vous voyez, je suis au milieu du burn-in. Vous voyez, ça, c'est quand on s'y est pris suffisamment tôt. Parfois, la personne n'est pas en arrêt de travail, mais elle est déjà trop usée. Et donc, l'accompagnement, ça va être d'accepter que ça passe par un arrêt de travail et par cette courbe-là. Alors d'ailleurs, je parle d'arrêt de travail, hein, il y a des situations où ça n'existe pas quand on parle d'un dirigeant d'entreprise. Mais en tout cas, c'est le moment de la coupure où on est en incapacité de tenir à plein, on va dire, son poste. La partie bleue, ce que peut faire l'entreprise, donc je vous ai dit, c'est l'individu qui travaille sur lui-même et qui est accompagné aussi bien sur la partie psychothérapeutique qu'en coaching. Et donc, ce que peut faire l'entreprise, c'est être partie prenante. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus de clients entreprises qui financent pour leurs salariés en arrêt de travail un accompagnement pour faciliter le retour. Et puis la dernière, c'est la partie coaching de transition professionnelle. Alors c'est vrai que je mets ce mot-là, mais que ce soit au poste ou à un autre poste, c'est cette réflexion de qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce que je dois changer dans mon rapport au travail et quelle demande, parce que souvent l'employeur est bien d'accord de faire quelque chose, mais encore faut-il que ce soit explicite de la part de la personne. Donc j'accompagne ça, par exemple, identifier ce dont j'ai besoin pour travailler efficacement de façon durable.
Et puis, parfois, d'un commun accord ou pas d'un commun accord, l'issue, c'est à l'extérieur. Donc, parfois, c'est l'employeur qui propose activement, si je le dis comme ça, à la personne de plutôt envisager un retour au travail à l'extérieur, ou parfois, c'est la personne elle-même qui ne se sent pas en capacité de retourner dans cet environnement-là. Et dans ce cas, c'est une transition professionnelle vers, alors, parfois une reconversion complète, autre chose, ou parfois on est juste à côté de ce qui était avant, mais d'une façon différente. Juste un aparté, je vous ai dit que je ne vous parlais pas de la cour, mais déjà je viens de le faire, mais je voulais mettre une slide quand même sur cette phase de burn-in. Le burn-in, c'est tous ces symptômes, tous ces signes que l'on peut voir des mois avant la chute. C'est vraiment en prévention. Là où vous êtes sur la dernière alerte avant que la personne ne soit vraiment à risque d'être en arrêt de travail. Donc, qu'est-ce que vous pouvez repérer? Donc, vous vous rappelez, il y a 3 dimensions, hein. Il y a la fatigue, il y a la dimension émotionnelle et puis il y a la dimension comportementale. Et en fait, on va trouver des symptômes dans ces 3 dimensions-là. Donc, sur la dimension physique, bien sûr, des signes de stress et de fatigue. Alors, bien sûr, quand je dis ça, je suis tout à fait consciente que c'est pas parce qu'on voit que quelqu'un est stressé qu'on va tout de suite lui sauter dessus pour lui dire, oh là là, va voir ton médecin, ou parce qu'il a des cernes qu'on va le faire. On est bien d'accord. Dans la vie normale, il y a des moments de stress et il y a des moments de fatigue, et ça ne veut pas dire qu'on est en burn-out. Ce qui est inquiétant, c'est quand ces signes, ils durent dans le temps et quand ils sont associés à ce que je vous ai écrit en dessous, tout un tas de problèmes de santé à répétition. Il y en a une centaine, je n'ai pas tout écrit. Ce qui est important à identifier, c'est que ces problèmes de santé vont s'accumuler, donc il y en aura de plus en plus. Ils vont augmenter en fréquence et en intensité. Donc, vous vous rappelez, il y a une pente qui descend et donc il y a vraiment du temps sur plusieurs mois qui s'écoule. Quand on est au début, on a des symptômes physiologiques qui sont alors assez classiques et peu graves. On peut commencer à avoir mal à la tête, à avoir des douleurs dorsales, des problèmes de digestion, des petits problèmes de peau non graves, un peu de psoriasis ou d'eczéma sans que ça couvre toute la peau. Et souvent, d'ailleurs, on ne s'en inquiète pas. Or là, c'est les phases où c'est le plus efficace d'agir. D'oser se dire, non mais je sens que mon corps commence à être impacté, il faut que je prenne des décisions là maintenant pour que ça change et peut-être j'ai besoin d'être accompagnée pour ça. Donc ça, c'est le plus efficace en prévention quand vous repérez un salarié qui commence à avoir des petits problèmes de santé. La plus grosse problématique, c'est que les personnes vont avoir tendance à le cacher. Donc, ça veut dire que pour les voir, s'il n'y a pas une parole qui est vraiment libre en entreprise, j'ai perdu la fin de ma phrase, si ça veut dire qu'il faut être en observation et à l'écoute de ses collaborateurs. Donc, c'est rarement un service RH s'il est dans un autre bâtiment qui va pouvoir le voir et ça va être les personnes sur place. C'est pour ça que je vous parlais du gentil collaborateur ou si vous êtes en open space, du coup, toutes les personnes qui vont être autour. Mais si jamais vous êtes manager et que vous êtes dans un bureau séparé des autres, c'est possible que vous ne le voyez pas et que la personne ne vous le remonte pas, tout simplement parce qu'elle préfère ne pas avoir de problème que les mentionner. Et donc, ces symptômes vont augmenter. Si je prends l'exemple du mal de tête, d'un mal de tête de temps en temps après une réunion, ça va devenir des migraines qui sont invalidantes avec un salarié qui va être obligé de partir parce qu'il n'est pas en capacité de rester ou qui va se retrouver à l'infirmerie si vous en avez une. Et puis, c'est des migraines qui vont devenir de plus en plus répétées ou de plus en plus intenses, voire chroniques. Donc ça, c'est sur le premier mot que j'ai pris l'exemple, mais c'est la même chose sur les problèmes de dos, les troubles articulaires, respiratoires, etc. Notre système immunitaire est touché, donc on va avoir aussi des personnes qui ne sont jamais malades, qui vont, pas de chance, avoir attrapé le Covid, puis la fameuse pneumonie machin, etc. Alors que d'habitude, ça ne leur arrive pas. Eh bien, c'est simple, le stress épuise notre organisme et notre système immunitaire est moins efficace, donc on se retrouve à être malade. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus les symptômes vont toucher des organes importants ou vitaux, plus ça veut dire que la personne a vraiment usé son capital santé. Et d'ailleurs, souvent, quand on en est
à des organes qui sont vitaux, tels que le cœur, par exemple, ou le cerveau, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de concentration, de mémoire, eh bien, c'est que souvent, l'arrêt de travail va être vraiment impératif. C'est-à-dire qu'on a déjà dépassé le moment où on pouvait faire le pont dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc globalement, quand on en est à problème de vue, la personne n'arrive plus à voir. Alors, il y a une personne qui décrit son burn-out sur mon blog Partage ton burn-out, qui a réellement perdu la vue parce que malheureusement, parfois, c'est irréversible tellement on se fait mal au travail. Donc, quand ça commence à atteindre la vue, le cœur, le cerveau, c'est que c'est grave en fait, hein. Ça ne sert à rien d'attendre plus longtemps. C'est sûr qu'il faut consulter si vous avez des moments de tachycardie, si vous avez des pertes de mémoire ou vous vous retrouvez perdu. Voilà, parfois il y en a qui me décrivent, bah, j'étais au volant et puis tout à coup j'étais perdue, je savais plus où j'étais et voilà. Donc tout ça, c'est des éléments dont il faut s'inquiéter et consulter un médecin quand on en arrive là. L'objet de l'entreprise, c'est d'observer avant. Ça, c'est le plus efficace. En parallèle de ça, ce qui sera peut-être plus facile à observer si les troubles de santé sont cachés, c'est les troubles comportementaux, parce que ça, c'est plus difficile à cacher. Donc, un contexte social qui est perturbé, la personne qui est plus irritable, qui s'énerve plus facilement en réunion, ou qui avait un humour et qui perd cet humour-là, ou qui avait une capacité à l'empathie et qui le perd. Alors, il y a des caractères qui n'ont naturellement pas d'humour ou pas d'empathie, hein. On est bien d'accord, c'est pas de ça dont on parle. On parle de personnes qui changent de comportement. C'est ça qui doit vous alerter. Et donc, quand on est épuisé par le stress, eh bien, il nous faut de l'énergie pour gérer les relations humaines et on n'a plus d'énergie pour les gérer. C'est ce qui fait qu'on va devenir plus irritable, plus colérique ou avoir tendance à s'isoler. Il y a des personnes pour qui socialement, c'est impossible de se mettre en colère ou autre parce que c'est dans leurs valeurs ou dans ce qu'elles ont appris. Mais dans ce cas, puisque c'est ce qui risque d'arriver, elles vont s'isoler du groupe et avoir tendance à ne plus sortir avec les autres ou ne plus venir quand ça n'est pas obligatoire. Et puis à côté de ça, un équilibre personnel, professionnel perturbé, des horaires qui se rallongent, notamment du fait de l'inefficacité. La personne va essayer de compenser en faisant plus, les pauses café qui disparaissent ou la vie sociale, par exemple. Et puis, je vous en ai parlé, tout un tas d'accidents ou d'erreurs à répétition. Maud, par exemple, raconte qu'elle s'est trompée plusieurs fois de carburant pour aller au travail. Comme par hasard, du coup, ça l'empêchait de venir travailler en se trompant de carburant. Ou je pense aussi à une personne que je vais appeler Marie, puisqu'elle n'a pas témoigné avec son vrai prénom, qui m'a dit, ben, en fait, ce burn-out, il est arrivé à cause de toutes ces erreurs et après, je me suis sentie coupable, etc. C'est une technicienne qui faisait des pesées dans l'industrie. Et en fait, les erreurs, elles étaient déjà dues au burn-out. Si elle faisait des erreurs de pesée alors que ça faisait 15 ans qu'elle faisait le même métier et qu'elle avait l'habitude de faire les mêmes gestes, et que pourquoi du jour au lendemain ces gestes n'arrivaient plus à se faire de façon aussi précise qu'avant, ben, c'est que son cerveau était déjà impacté. Donc elle était déjà en état d'épuisement. Ce n'est pas la honte d'avoir fait des erreurs qui a généré un burn-out. C'est le fait d'être en état de stress chronique qui fait qu'elle était plus capable de faire son travail. J'arrive maintenant à ce qu'on peut faire concrètement pour agir face au burn-out. Est-ce qu'on est OK en termes de temps, Eric, pour que je gère la fin? Bah, Plus du tout. pas vraiment, c'est pour ça que j'évite de t'interrompre de trop, voire pas du tout. Non, non, je pense qu'il faut, voilà, faut Combien de temps? avancer. Bon, encore un quart Ah, d'heure, très 20 bien. minutes. On est parfait. C'est parfait. Je vais y arriver. J'avance du coup, hop, d'un coup. Donc, pour pouvoir agir en entreprise, c'est important de comprendre les causes. Qu'est-ce qui fait que des personnes ou des équipes se retrouvent dans ces situations-là? Donc, il y a un des éléments des causes, si je reviens, est-ce que ça marche? Juste en arrière, qui sont liés à l'individu. C'est la personne que vous voyez sur le côté gauche. Et puis, il y a des éléments qui sont liés à l'environnement de travail. Donc, évidemment, l'individu, il est seul à pouvoir travailler sur lui-même, mais on peut quand même comprendre ce qui se passe. Donc, là, je vous présente le profil des candidats au burn-out, les personnes qui sont les plus à risque de vivre un burn-out. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas écrit faible, fainéant, psychotique ou je ne sais quoi. Ce sont d'abord en première ligne les personnes perfectionnistes qui ont à cœur de bien faire leur travail et qui vont avoir tendance à en faire plus que ce qui est le minimum requis pour bien faire leur travail.
et qui vont se retrouver aussi en rupture de valeur quand elles ne sont pas en capacité de faire correctement, selon elles, leur travail. Les gentils, c'est ceux pour qui les besoins des autres sont plus importants que leurs propres besoins et qui vont donc s'épuiser à dire oui à toutes les demandes pour faire plaisir et qui ont beaucoup de mal à poser leurs propres limites. Les battants, que j'appelle aussi les forts, ceux pour qui être faible serait la pire chose qui pourrait leur arriver et qui vont avoir du mal à demander de l'aide parce que ça voudrait dire qu'ils sont faibles et donc qui auront vraiment à cœur de tenir jusqu'au bout. Vous voyez, on retrouve beaucoup de capitaines de bateaux, c'est comme ça qu'ils vont se décrire. Donc, c'est souvent d'ailleurs des personnes qui sont sur des postes de dirigeants ou de managers avec des responsabilités et qui vont, quand on est en coaching, me dire « Oui, mais vous comprenez, moi, je ne peux pas lâcher parce que si je lâche, c'est toute l'entreprise qui s'écroule ou toute l'équipe ou etc. » Et ils vont tenir coûte que coûte jusqu'à l'épuisement. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les profils psychologiques. J'ai rajouté, moi, les hauts sensibles et les hauts potentiels. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. Je vous invite à lire le livre si vous voulez savoir pourquoi ils sont dedans, pour en savoir plus. Ce qui est important, c'est de considérer, donc, alors les hauts sensibles, c'est 20% de la population. On n'est pas, quand vous voyez ces mots-là, sur des populations anecdotiques. On n'est pas sur des niches de personnes. On est sur une grande partie des salariés qui se retrouvent en entreprise, ou d'ailleurs, je parle d'entreprise, mais des fonctionnaires, des personnes qui travaillent en association, etc. Donc, ce n'est pas le profil le problème. Par contre, le prendre en considération, ça permet d'identifier les axes qui vont être plus sensibles pour ces personnes, qui vont faire qu'elles vont dévisser. Et c'est ce sur quoi l'individu peut travailler. Là, vous avez le côté brillant de la médaille, mais chaque médaille a son côté sombre, et c'est sur cette dimension-là que l'individu va travailler. Je vais juste prendre un exemple. Si je suis perfectionniste, eh bien, le travail va être de comprendre qu'est-ce qui fait que pour moi, c'est autant important de bien faire et comment est-ce que je peux, donc souvent il y a une recherche de reconnaissance derrière, comment est-ce que je peux aborder le milieu du travail différemment, de façon à ne pas me retrouver piégée de nouveau par les différentes croyances limitantes qui sont liées. C'est difficile, j'essaye de ne pas aller trop creuser, mais je répondrai aux questions si besoin sur les profils. Donc, ce que peut faire l'entreprise sur les profils, c'est accompagner les managers pour savoir les repérer, pour identifier les zones qui vont être compliquées pour un de leurs collaborateurs et permettre au collaborateur lui-même de pouvoir progresser sur la partie de zone d'ombre, par exemple avec un coaching professionnel, après qui peut être en interne aussi. Quand je parle de ça, évidemment, il y a plein de ressources pour le faire. Ça peut être avec de la formation aussi, mais souvent pour travailler sur soi, c'est mieux l'accompagnement individuel. Ça c'est ma pensée. Voilà, je passe plus de temps sur la partie causes liées à l'environnement de travail parce que c'est là où il y a le plus de marge de manœuvre. Donc, je vous cite de nouveau Christina Maslach qui décrit 6 grandes causes qui génèrent des épuisements professionnels au travail. Donc, la première, c'est le surmenage, une charge de travail plus importante que la capacité à faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à identifier. Parfois, pour des raisons d'efficacité, on a tendance à charger beaucoup en se disant qu'il y aura plus de performance si on en met plus dans la balance. Et en fait, c'est un risque parce que surtout si vous avez des profils de perfectionnistes ou de forts, ou même de gentils, le perfectionniste, il va essayer de tout faire parce qu'il ne peut pas imaginer ne pas faire complètement son travail. Le fort, parce qu'il ne peut pas imaginer dire qu'il n'y arrive pas, sinon ça voudrait dire qu'il est faible. Et le gentil, c'est parce que vous lui avez demandé et qu'il veut vous faire plaisir. Bon, bref, dans tous les cas, il va avoir du mal à vous alerter. Donc, bien identifier la charge de travail réelle, parce que souvent, le problème, il se trouve là, c'est-à-dire que sur la fiche de poste, c'est OK, mais dans la réalité, est-ce que ça correspond à ce que fait la personne ou est-ce qu'il n'y a pas plein de tâches supplémentaires qui se rajoutent? Ça, c'est un élément important. Souvent, les 4 bleus vont en fait ensemble, parce que quand quelqu'un a beaucoup de choses à faire, mais que les 3 autres vont bien, il n'y a pas de souci. Le deuxième, c'est le manque de contrôle. Si vous avez chez vos managers des personnes qui ont tendance au micromanagement, donc souvent ce sont des personnes qui n'ont soit pas été formées au management, soit qui sont montées d'un poste technique et qui n'arrivent pas à lâcher et à déléguer ce poste technique,
et qui vont avoir un style d'accompagnement qui est beaucoup trop précis, qui fait que la personne n'arrive plus à trouver ses propres marques, souvent avec des injonctions paradoxales. Si je prends l'exemple là de la présentation, du type « perds pas trop de temps sur les slides, mais en même temps, il faudrait refaire telle et telle partie ». Et la personne ne sait plus si elle doit y passer du temps ou pas du temps. Vous voyez, toutes ces injonctions paradoxales, ça génère beaucoup de stress. Parfois, ce n'est pas lié au relationnel et au management, mais c'est lié au process qu'on a mis en place. Et ça, on est vraiment très fort, je trouve, ces temps-ci, à rajouter beaucoup de process ou de procédures, suivant comment vous les appelez. Et parfois, plus il y en a, plus le travail devient presque impossible, minuté à la tâche, et pas forcément en réalité avec le vécu des personnes. On a avec le manque de reconnaissance. Si la personne fait tout ça pour des raisons, c'est parce qu'elle attend souvent quelque chose en retour. Peut-être bravo, merci, peut-être une prime ou un changement de poste qui lui a été promis si elle fait ses preuves. Donc ça, c'est très important de comprendre que la technique de la carotte et du bâton, elle crée comme une dette avec le collaborateur qui est en fait dangereuse. Parce que si pour X raisons, vous n'êtes pas en capacité de rembourser la part de dette, c'est-à-dire vous avez demandé à quelqu'un de vous démontrer qu'il était capable pendant 2 ans pour obtenir un poste et que pour X raisons, ce poste soit n'est pas ouvert, soit est destiné à quelqu'un d'autre, c'est le moment où la personne va dévisser et va se dire « mais j'ai fait tout ça pour ça » et c'est le moment de la chute hormonale qui génère le burn-out, le moment où la personne n'en peut plus. Et le dernier, qui est vraiment une ressource importante pour l'entreprise, donc le dernier qui cause le burn-out, c'est le manque de support et la ressource, c'est le collectif. Quand on a une parole qui est facile en interne et la capacité d'avoir un collectif qui vient aider les individus au moment où ils en ont besoin, il y a toujours des solutions qui se trouvent. Et bien souvent, on peut éviter qu'un individu s'épuise parce qu'il a un collectif sur lequel s'appuyer émotionnellement et techniquement. Parce que parfois, on a le soutien émotionnel, mais techniquement, la charge de travail n'est pas partagée. Et donc ça ne change rien au fait que, bien sûr, c'est plus sympa pour la personne, mais elle s'épuise quand même. Et les 2 derniers points qui peuvent suffire à eux-mêmes pour générer un épuisement professionnel, la perte de confiance dans son employeur, ses collègues, son manager, va générer un stress qui est très intense, qui va durer longtemps et qui peut générer des burn-out à lui seul. Les cas de harcèlement moral au travail qui génèrent des burn-out sont dans ce cas numéro 5. Je n'ai plus confiance dans cette personne ou j'ai l'impression qu'elle me manipule. Que ce soit un manager ou un collaborateur, hein, ça existe dans les 2 sens, c'est important à savoir. Et puis le 6e dont on entend de plus en plus parler, les valeurs conflictuelles. J'ai l'impression que mon travail n'a plus de sens. Ou pire, j'ai l'impression que ce que je fais va à l'encontre de mes valeurs. J'ai l'impression que ce que je fais est mal. Donc, quand on est dans ces cas-là, c'est extrêmement compliqué de travailler et on peut s'épuiser même avec quelques heures de travail par semaine. Ce n'est plus une question de taux horaire. Je voulais vous donner un exemple de comment on peut agir au niveau de l'individu sur ces causes-là. Donc, je vous partage l'exemple de David qui est cadre dirigeant dans un grand groupe. Il s'est informé sur le sujet du burn-out au départ pour des raisons sans doute plus personnelles, mais du fait de sa posture, il s'est dit, bon, ce serait quand même bien que je me renseigne parce que ça peut très bien arriver dans mes équipes. Et puis, il a eu une opportunité de poste dans un autre groupe. Et donc, quand il arrive, je vais l'appeler Gérald, il voit, on va dire, Gérald, 53 ans, qui a un super poste bien payé, ne fait pas grand-chose, il est sur des missions transverses. Et bon, David, c'est quand même plutôt un battant. Il se dit, moi, les gens qui font rien bien payé dans mon équipe, j'en veux pas. Alors, bon, il a quand même pas mal de background sur le management. Donc, évidemment, il prend pas une décision comme ça. Il se met à creuser pour comprendre l'histoire de son collaborateur, comment il est arrivé à ce poste, qu'est-ce qu'il a fait avant. Et il se rend compte qu'en fait, c'est pas une personne qui est incompétente ou qui a trouvé un poste planqué dans un placard pour rien faire bien payé. C'est en fait quelqu'un de très compétent qui a fait vraiment des choses qui étaient bien pour l'entreprise, mais qui est probablement dans cette case tout à droite de tout à l'heure de l'inefficacité, parce qu'en fait, il en peut plus et qu'il est au bout du rouleau et que probablement il risque de craquer dans pas longtemps. Donc, ce que fait David, c'est qu'il commence par ouvrir la parole, par discuter de cet état de fait avec son collaborateur. Ce faisant, il noue un lien de confiance. On est sur le point 5.
avec son collaborateur qui va enfin pouvoir dire ce qu'il ressent et parce qu'il n'avait pas trouvé l'espace pour le faire jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, il y a un élément sur le lien confiance. David va lui apporter du support pour identifier ce qui dysfonctionne dans le projet, commencer à prioriser et surtout mettre de côté ce qui dysfonctionne et de ce fait alléger sa charge. Donc vous voyez, en agissant sur, alors on pourrait même dire, et son contrôle, puisqu'il va lui demander de quoi il a besoin. Donc il va redonner du contrôle à la personne à travers la discussion. Il ne va pas décider à sa place de ce qu'il faut changer. Donc vous voyez, rien qu'avec une simple discussion, il va pouvoir identifier les éléments qui vont permettre à la personne de reprendre pied. Donc dans l'histoire, Gérald aura 1 semaine d'arrêt de travail, plus il va prendre 2 semaines de congé sur une période de vacances. Donc ça fait 3 semaines loin de l'entreprise, ce qui est absolument rien par rapport à quelqu'un qui fait un burn-out où ça dure plusieurs mois. Et il va pouvoir récupérer son poste dans des conditions bien plus durables, puisque avec un projet sur lequel il pourra avoir un support, notamment puisque c'était un projet qui ne fonctionnait pas. Donc, former des managers, c'est efficace pour qu'ils puissent mieux repérer et mieux agir vis-à-vis de collaborateurs en difficulté et surtout pour qu'ils aient l'idée de où agir pour trouver des solutions. Je voulais vous parler maintenant d'un autre, on arrive vers la fin, hein, donc 5 minutes. 5 minutes, c'est parfait. D'un autre type d'action qui est le coaching d'organisation, où là, on ne va plus accompagner un individu qui est en souffrance, mais une équipe qui est en souffrance. Donc, c'est volontairement flouté pour qu'on ne vienne pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est un cas réel. Je vous invite à regarder que les couleurs. Alors, à gauche, ce sont des questions classiques de qualité de vie au travail. Donc, c'est une équipe d'une 50aine de personnes où on arrive avec 4 éléments de dysfonctionnement qui, si vous regardez l'image, sont en gros les 4 éléments rectangulaires ou ovales qui sont bleus. Et puis cette idée de, en fait, ça fait des années qu'on a une problématique, on a essayé par plusieurs bouts et on n'y arrive pas. Donc la première étape, c'est d'établir un diagnostic, comprendre ce qui dysfonctionne. Donc à travers une enquête, notamment qu'on a fait, pas en ligne, hein, mais avec des interviews individuelles. Quand on a des interviews individuelles, on va pouvoir aller chercher des choses que les personnes ne disent pas a priori. Ça nous a permis de dessiner la carte que vous voyez et donc de permettre au service RH et à la direction de comprendre dans quelle toile d'araignée ils étaient. C'était l'image qu'ils utilisaient, on a l'impression d'être dans une toile d'araignée. Quand on tire un fil, il y en a un autre qui se resserre. Donc ça, c'est la première étape, le diagnostic, comprendre le système. Qu'est-ce qui fait que c'est pas si simple d'agir et souvent, quand il y a des individus qui s'épuisent, ça se retrouve dans plusieurs équipes et il n'y a pas qu'un seul individu concerné. Et donc, suite à ça, comprendre le système, l'idée, c'est d'aller agir sur chacun des bouts du système pour, en parallèle, pouvoir les résoudre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coaching d'organisation, où on va observer le système et avoir toute une stratégie de déploiement à différents niveaux, coaching individuel, coaching de groupe, formation. Ah oui, tu as raison, il restait ça. Ça, c'est les 5 piliers que je vous propose sur lesquels vous pouvez agir. On en a parlé. Le premier pilier, c'est informer les personnes pour qu'elles soient acteurs de leur propre protection. Le deuxième, former les managers, les RH ou des personnes sentinelles qui ont envie de se porter volontaires pour mieux comprendre le sujet du burn-out et mieux repérer les personnes. Le troisième, c'est ouvrir la parole, permettre le dialogue en entreprise, c'est vraiment un point essentiel. Donc, soit avec du coaching d'équipe qui permet le dialogue dans l'équipe, soit avec les sentinelles dont je vous ai parlé, qui seront des références pour les personnes qui se sentent en danger. Analyser, comprendre ce qui se passe, donc soit avec ce que peut-être vous faites déjà, des enquêtes RPS, qualité, soit quand il y a une problématique, comme je vous l'ai décrit juste avant, avec un diagnostic qui est spécifique à une équipe pour comprendre ce qui se passe. Et puis, la dernière étape, la plus importante, agir. Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui s'arrêtent à l'analyse et à la compréhension et qui, derrière, sur la part plan d'action, soit ne vont pas au bout de l'action, soit font des… C'est un peu comme si le fait d'avoir fait une enquête
était l'action qui allait résoudre le problème d'épuisement. Et malheureusement, non, faire une enquête, ça ne change rien, ça ne permet qu'avoir une vision, mais derrière, il faut agir à tous les niveaux qui sont identifiés. Donc, soit au niveau de l'organisation, soit au niveau des managers et des équipes, soit au niveau des salariés qui sont concernés. J'avais prévu des exemples, mais je pense que là, on est arrivé à la fin du temps, Eric. C'est ça? Oui, tout à fait, on arrive à la fin du temps, on va pouvoir laisser un petit peu les échanges avec les participants. Un grand merci Astrid, hein, et moi ce que je dirais en premier commentaire, c'est que je retrouve dans tes 5 piliers, je dirais au moins les 3 premiers piliers qui sont vrais pour toute prévention. Que ce soit informer, former et ouvrir la parole. Alors, tu as donné d'autres mots également dans toute cette présentation d'écoute, de mise en place de la confiance dans l'équipe, etc. Je pense que c'est vraiment des actions qui sont très bien pour prévenir le burn-out, et tu nous l'as expliqué, mais c'est très bien pour faire de la prévention parce que c'est de toute façon des piliers, que ce soit la formation ou la capacité à dialoguer au sein de l'entreprise et à s'écouter, qui sont vrais pour tous les autres problèmes. On pourra parler des troubles musculo-squelettiques, on va pouvoir parler des problèmes d'addiction. Toutes ces choses-là sont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut déjà les mettre au milieu de l'entreprise. Et mettre une confiance suffisante pour que chacun puisse entendre, qu'il puisse parler, qu'il puisse écouter, qui puissent comprendre également, hein, le rôle, c'est pas forcément le manager, hein, tu l'as bien dit, pas forcément le manager qui va détecter le changement de comportement, mais c'est souvent les personnes de proximité qui font soit partie du même service ou du service avec lequel ils travaillent le plus et qui vont pouvoir être des signaux d'alerte. Et il y a tout ce qui est la non-délation, hein, tu parlais des facteurs limitants tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'on a aussi tendance à faire de la délation, hein, la personne ne va pas se dénoncer, mais les autres vont pas non plus aller dire que telle personne n'allait pas bien en ce moment. Alors qu'en fait, c'est plutôt une manière de l'aider, de pouvoir en parler. Mais tout ça, c'est du long terme, bien avant que la situation se fasse. Et merci en tout cas pour ces éléments de nous donner des pistes et d'analyse et d'action sur cette thématique en particulier sur le burn-out. Si certains veulent voilà, ouvrir les caméras, ouvrir les micros, on va pouvoir échanger un petit peu. Alors voilà, je vois une caméra qui s'ouvre. Bonjour Bertrand, tu as ton micro qui est fermé par contre. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette présentation intéressante. Mais je voudrais poser une question. Vous m'entendez, hein? Oui. Oui, oui, très bien. À propos du télétravail, je voulais savoir si le fait que des salariés soient en télétravail a une influence sur le niveau de risque de burn-out, notamment tout simplement parce que l'environnement de travail n'est pas le même. Et donc, est-ce que cette évolution qu'on a connue, hein, ces dernières années, est-ce qu'on observe qu'elle a un impact positif ou négatif sur les risques de burn-out? Donc en fait, il y a des deux dans la réponse et en plus, c'est individu dépendant. Donc il y a des éléments qui sont plutôt favorisants de personnes qui, par exemple, vont éviter de faire des longs trajets et donc vont avoir un moment de pause ou vont pouvoir mieux équilibrer leur vie professionnelle et personnelle en faisant du sport, par exemple, qui s'ils ne peuvent pas le faire quand ils sont physiquement en entreprise. Ou avoir des espaces de concentration. Par exemple, ceux qui sont en open space tout le temps, quand ils ont besoin de se concentrer, ben, ils vont y trouver un bénéfice. Et puis, il y a aussi il y a toujours, en fait, dans une balance, il y a toujours du plus et du moins. Il y a d'abord ceux dont le télétravail est contraint, à qui on a dit, bon, ben maintenant, c'est tout le monde 2 jours de télétravail et on va réduire la taille des bureaux et qui ne l'ont pas souhaité, par exemple. Et donc, ceux pour qui, dans ces cas-là, souvent le relationnel est important, ils vont se retrouver privés de relationnel alors que pour eux, c'est ce qui est important. Il y a ceux qui vont avoir des mauvaises conditions de télétravail à la maison parce qu'ils n'ont pas d'espace, parce qu'ils ont, alors là, on peut même parler de tout ce qui est troubles musculo-squelettiques parce qu'ils sont mal installés et qu'ils n'ont pas les moyens de le faire correctement. Et puis, il y a quand même ces études, alors qui sont assez paradoxales pour nous, Français, qui montrent que quand on est en télétravail, on a tendance à beaucoup plus travailler et beaucoup moins couper que quand on est en présence d'autres personnes dans un bureau, qu'on va, par exemple, pas faire de pause, qu'on va même oublier de boire, d'aller aux toilettes, de manger. Et donc,
que ça va générer toute une fatigue si on n'en a pas conscience et si on n'en est pas alerté vis-à-vis de ça. Et je dis que c'est assez paradoxal parce que souvent, à l'inverse, les gens en plus se sentent, quand c'est eux qui ont demandé le télétravail et qui l'ont obtenu, ils se sentent un peu comme une responsabilité d'en faire encore plus pour démontrer qu'ils ne sont pas en vacances. Parce qu'il y a de moins en moins, mais encore des espaces où il y aura une pensée que la personne a pris son télétravail pour, je ne sais pas, partir en week-end ou s'occuper de ses enfants ou autre. Et donc, parfois, les gens vont encore plus s'investir sur ces éléments-là comme pour prouver qu'ils sont, qu'ils sont en train de travailler. Donc, par exemple, il y en a, ils vont se dire, je dois tout le temps être disponible si on m'appelle. Mais du coup, ils pourront plus se concentrer s'ils ont une bibliographie à faire ou quelque chose comme ça, par peur d'avoir l'air feignant. Et le risque aussi, c'est que si quelqu'un ne va pas bien et qu'il est seul chez lui, ben, le gentil collègue qui est là pour le voir, il n'est plus là. Et c'est tellement facile de mettre soleil avec un sourire et des cœurs dans la météo de la réunion hebdo là, que ça ne dit absolument rien de l'état réel de la personne derrière son écran. Je pense qu'il faut insister sur le fait que les gens le nient déjà, hein, d'être en phase de pré-burnout. Donc les gens se font une négation même vis-à-vis d'eux-mêmes, hein, se mentent à eux-mêmes à dire non, non, ça va passer et donc tout va bien. Donc c'est vrai que c'est pas facile à voir à distance. Tout à l'heure, Astrid t'insistait beaucoup sur le travail réel, la charge de travail réelle. C'est vrai que dès qu'on est en télétravail, de voir la charge réelle des gens, leur charge de travail, c'est très très difficile. Donc le manager doit être encore plus vigilant par rapport à cette charge de travail qu'il demande à son collaborateur, parce que c'est vraiment un point important de regarder la charge et la manière dont il le fait. Et tu parlais également des erreurs, une augmentation des erreurs. Quand on est en télétravail, on va voir beaucoup moins la personne se tromper, hormis si elle envoie un mail aux mauvaises personnes, mais on ne va pas forcément voir qu'elle est obligée de recommencer des choses, qu'elle a perdu ses documents, qu'elle n'a pas enregistré son document. Donc c'est sûr que c'est un facteur de risque très important, le télétravail sur le burn-out. Sachant que, tu l'as dit tout à l'heure, et des études le montrent, on est encore plus ce qu'on est, c'est-à-dire ceux qui ne font rien vont encore moins en faire en télétravail, mais ceux qui font déjà beaucoup, et c'était plutôt ce que tu donnais comme caractéristique des gens qui vont être en burn-out, des gens qui sont plutôt impliqués dans l'entreprise qui vont chercher à bien faire, et ben c'est ceux-là qui ont le risque de faire encore plus en étant en télétravail pour essayer de faire encore mieux et donc est à risque encore supplémentaire. Le télétravail, juste pour conclure peut-être sur ce sujet-là, c'est une très bonne chose si c'est pas que du télétravail. Si c'est une souplesse d'organisation qui fonctionne à l'avantage et du salarié et de l'entreprise, mais que du télétravail où on ne voit plus du tout si la personne est submergée de travail, où on ne voit plus les liens sociaux qu'il peut y avoir, ça peut être très rapidement une source de problèmes dans l'entreprise. Donc, c'est certainement un mixte. Alors, un jour, 2 jours après avoir dans les organisations comment c'est le mieux, mais le tout télétravail est certainement pas à promouvoir. En tout cas, c'est là que la discussion est importante puisque pour le coup, ce sera un individu dépendant en fonction de son profil de caractère et de son environnement aussi. Je pense juste qu'il y a des personnes qui partent. On n'en a pas parlé, Oui. Eric, mais je peux mettre à disposition de ceux qui le veulent un compte-rendu écrit des bases que je vous ai présentées. Si vous voulez l'utiliser sans forcément revoir toute une heure de vidéo par la suite. Et je peux l'envoyer par mail à ceux qui le veulent. Est-ce que peut-être dans le mail que tu envoies, je mets l'information et puis ceux qui le veulent me contactent? Je peux rajouter une pièce jointe dans le mailing, il n'y a pas de problème, bien sûr. Ok. Oui, oui, Et oui, donc, oui, c'est pareil, vas-y. j'ai l'intention de développer une newsletter qui est entreprise sur le sujet du burn-out. Ceux qui ont envie d'avoir une fois tous les 2 mois, ce sera 6 fois dans l'année, donc c'est pas énorme, un sujet abordé et traité, du coup, voilà, vous pourrez me contacter pour que je vous ajoute à cette liste-là.
Tout à fait. Merci beaucoup pour ces propositions et actions très concrètes. On aime bien au niveau de la INF avoir des choses concrètes à donner aux gens pour les aider, pour les entreprises. Il y avait Jackie Dubuisson qui avait levé la main. Merci Bertrand pour la question. J'espère que notre réponse te sera utile. Jackie Dubuisson, je vous donne la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Tout d'abord, merci pour la clarté de vos explications. Il est vrai qu'il est bon plutôt de savoir quelle est la vraie définition du burn-out. On entend beaucoup parler, mais là, j'avoue que c'est très clair. Et pour ma part, donc mon métier, c'est responsable HSE, et je suis justement en train de mettre à jour le document unique. Et un des risques, et c'est une question que je voudrais poser, c'est est-ce que ça rejoint les risques psychosociaux, le burn-out? Oui, ça fait partie, c'est ce qu'on met dans les risques psychosociaux, oui. C'est voilà. Parce qu'il est vrai que c'est un point que je voudrais soulever, parce qu'on avait été formé en tant que manager il y a quelques années, c'est au moins 2 ans, 2 ans et demi. Là, mon souhait, c'est de faire à nouveau une phase de formation, mais en intégrant ce que vous indiquiez. Former les managers, c'est une chose. Et après, je dirais détecter, c'en a une autre. Effectivement, il y a plusieurs aspects, burn-out, la grande fatigue, enfin tout ce que vous avez exposé, pour moi, c'est clair. Et après, je dirais, les managers, c'est une chose, mais en interne, ça en est une autre, en fait. Parce qu'effectivement, il peut y avoir le déni, tout simplement. Quand vous évoquez l'humour, moi, ça m'a frappé parce que, effectivement, parfois, c'est visible. Quelqu'un qui a une bonne énergie, qui n'arrête pas de faire des blagues, etc., et qui, pas du jour au lendemain, mais je conçois que c'est sur la longueur. Voilà. Mais parfois, c'est délicat parce que ça peut toucher la vie privée. Ou alors, c'est une fausse, comment dire, ça rejoint le déni de dire non, c'est pas le boulot, c'est privé. Ah bah là, on n'ose pas. Elle est là la difficulté, peut-être aussi. Donc ça, c'est vrai. Et c'est vrai que observer une difficulté chez quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que la cause est professionnelle. Mais ça n'empêche pas d'oser faire le retour déjà à la personne, de dire, bah voilà, j'observe que ça n'a pas l'air d'aller fort ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et quand bien même la personne aurait une difficulté personnelle, un conjoint malade, etc., et qui soit proche aidant, bah, c'est peut-être quand même un sujet d'entreprise parce que sans doute que cette personne a besoin du collectif et parfois même d'aménagement parce qu'en fait, elle est parfois en incapacité de travailler, même si la source, elle est professionnelle. Donc, on ne peut pas, si on a un proche qui est malade, on ne peut rien faire pour la personne, si ce n'est déjà être au courant. Hein. Je me rappelle donc quand j'étais chargée de programme de recherche, il y avait un des membres de l'équipe qui faisait pas les actions. Et au début, je me suis dit, bah, je vais le secouer un peu. Je dis, mais enfin, c'est ce que j'ai fait. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que tu prends plus les actions? On ne peut pas avancer. On a besoin de chacun des experts. Et en fait, j'ai appris que cette personne était en plein divorce. Je me dis, bon, bah, OK, en fait, il n'est pas en capacité là. Et c'est OK aussi d'accepter qu'il y a des fois, on n'est plus au top de ce qu'on peut être. Donc là, on n'est plus en train de parler du sujet du burn-out, mais voilà. des moments de vulnérabilité de l'individu. Donc, ça ne rentre pas dans votre liste RPS ou etc. parce que ce n'est pas une cause professionnelle. Par contre, ouvrir la parole, de toute façon, ce n'est pas mauvais. Parce que prendre en considération l'état de la personne, ça fait aussi partie de comment un collectif peut fonctionner. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en tout cas, merci parce que c'est intéressant d'avoir non pas les clés, mais les alertes, en fait. Voilà. Les alertes visuelles ou comportementales. Enfin, tout est lié, c'est vraiment intéressant. Donc, sur ce sujet-là précisément, par exemple, quand je parlais de formation, ça fait partie de ce que je fais en formation. On identifie beaucoup plus précisément quelles sont les clés à observer pour le cas, puisque je parle du burn-out. Quels sont, par exemple, les types de missions à risque, les types de postes? Parce qu'en fait, il y a des postes qui sont plus à risque que d'autres, ou des types de missions, type les projets transversaux ou autres. Donc ça donne déjà des lumières d'éclairage. On apprend à repérer les profils de caractère des personnes et repérer les symptômes. Donc, c'est plus précis que formation RPS en général, que je ne fais pas d'ailleurs, je ne fais pas le gros paquet. Mais précisément sur le sujet du burn-out, on peut s'entraîner et observer que quand on a les clés, on y arrive mieux. Souvent, les gens me disent au début, mais
Moi, je suis pas, le relationnel, c'est difficilement mon truc et autres. Pourtant, en ayant des clés, quand on fait les essais, ils y arrivent. Donc, alors je ne veux pas dire que c'est une baguette magique, hein, je prends quand même des pincettes dans ce que je dis, mais en tout cas, quand c'est pas inné d'observer les gens et de se dire ah ça y est, je sens que c'est difficile, on peut apprendre, on peut avoir des clés, voilà, pour le faire. Ok. Et je crois, Astrid, hein, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, c'est beaucoup les croyances en fait limitantes qui font que l'entreprise va pas se positionner sur ces sujets-là. Et le fait de travailler en collectif sur les croyances limitantes, c'est du domaine du privé, hein, qui est une des croyances les plus largement répandues dessus. Bah, c'est son problème à lui et donc je peux pas l'aborder. Ça va être trop intrusif ou autre. Rien que le fait de travailler sur les croyances de l'entreprise et les autres croyances, comme quoi au contraire on peut aider la personne, même si c'est un sujet personnel, et bien évidemment en y mettant les formes, bien évidemment, mais en travaillant sur les croyances de l'entreprise, les croyances des managers, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Comme je disais tout à l'heure, c'est ciblé sur le burn-out, mais ça va être ciblé sur toutes les choses qui seront plus du domaine du privé et à la limite du privé et du professionnel. Et on voit aujourd'hui avec le télétravail, avec tous ces sujets-là, où le domaine du privé et du professionnel sont complètement impliqués dedans. Alors ça a certainement toujours été le cas depuis toujours, mais aujourd'hui c'est encore plus important puisque on va retrouver le temps privé mélangé à du temps professionnel et du temps professionnel mélangé à du temps privé. Et donc les actions, le stress qui peut être engendré peuvent venir se cumuler. Et ces actions-là de travaux sur les croyances en interne de l'entreprise peuvent aider dans tous les cas de figure à permettre le dialogue, permettre de mettre les sujets sur la table et avoir les bons réflexes, quels que soient les risques RPS. Hein, tout à l'heure, vous parliez des RPS, c'est beaucoup plus large. Les RPS, on va avoir toutes les formes de harcèlement, etc. Les addictions également peuvent rentrer dedans. Donc, on va avoir beaucoup plus de sujets, mais avec toujours ces mêmes limites que l'on peut avoir très facilement qui sont celles du domaine du privé en disant ça ne nous concerne pas parce que, voilà, ou on ne peut rien faire parce que c'est du domaine du privé. C'est des sujets sur lesquels c'est pas aussi simple que ça. Et il y a des moyens et le plus simple, c'est d'y réfléchir, d'être accompagné aussi dans ces réflexions-là pour avoir justement cette ouverture sur des problèmes aujourd'hui. Euh, Tout ce qui est usage du numérique, hein, qui fait aussi que le privé et le professionnel, c'est totalement mélangé aujourd'hui dans la journée. Voilà. Oui, si je peux me permettre, il y a aussi, pour ma part, euh, ça peut être une difficulté pour moi ou d'autres de réussir à, entre guillemets, séduire ou sensibiliser notre direction pour qu'elle accepte qu'on puisse mener ces études parce que elle pourrait dire on va peut-être pas l'aborder parce qu'on va volontairement susciter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est oui. aussi la difficulté. C'est l'exemple C'est de ce la que fameuse disait Eric, ça frontière. fait partie des croyances. Ouais, ouais. Mais c'est une Ouais, c'est croyance ça. qui est couramment répandue que Oui. si je fais une conférence aux salariés, tout le monde va être en arrêt de Ouais. travail derrière. Alors déjà, ça veut dire que si on est dans une entreprise où tout le monde est à la limite du burn-out, il est peut-être temps de le savoir parce que de toute façon, les gens, quand ils se retrouvent en arrêt de travail, ils sont en incapacité de travailler. Ce n'est pas une décision ou quoi que ce soit. Mais c'est une peur qui est très, très courante de se dire que si j'ouvre le sujet, ça va augmenter le nombre de personnes concernées. Donc, ça va augmenter notre capacité à voir les personnes concernées, mais les personnes, elles deviennent pas en burn-out du fait de la conférence. Elles deviennent en burn-out du fait d'éléments du système qui dysfonctionnent. Donc, le fait de les voir, c'est l'opportunité d'agir. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est la courbe de... Ah, pardon. Kessler-Robb, excusez-moi. Hop là. Je sais pas à quoi tu fais allusion. C'est la courbe d'apprentissage. Donc au début, c'est j'ignore que je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est hyper confortable d'ignorer qu'on ne sait pas. Et l'étape d'après, c'est je sais que je ne sais pas. Et là, c'est très inconfortable. C'est exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'il y a le projecteur. Donc si je le transfère avec le burn-out, j'ignore que mes salariés ne vont pas bien. Je me rappelle d'une conférence que j'avais faite où la personne m'avait dit « Oh là là, ben, chez nous, il n'y en a pas du tout. » Je dis, c'est quand même incroyable, vous avez quand même une grosse PME, 2 550 000 personnes qui se disent en stress chronique et vous,
Zéro. Il m'a dit, bon, vous allez quand même venir faire une conférence chez nous. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des gens concernés qui ne le disaient pas. Donc, il est passé d'un état d'ignorance que ça existait à l'état de je suis conscient qu'il y a des situations. Ça ne veut pas dire que les gens sont en arrêt de travail, mais c'est justement l'opportunité, en mettant l'éclairage dessus, d'accompagner les équipes où il y a des dysfonctionnements. Oui, et puis je dirais justement comment dire, que les personnes, les collaborateurs, finalement, en prenant conscience de ça, entre eux, ils parlent. Mais c'est de leur permettre de se dire, tiens, je vais peut-être oser dire quelque chose à mon propre collègue parce que j'ai confiance, et petit à petit remonter avec j'ai envie de dire, je ne sais pas si je vais trouver le mot, mais voilà, moi, pour ma part, j'ai quelques collaborateurs qui osent venir me remonter des informations parce qu'il y a un lien qui est présent et voilà, moi, je le garde pour moi, mais c'est l'occasion de remonter aussi une température. Peut-être une dimension qui gêne ça, c'est la notion de culpabilité. Donc, l'entreprise a une responsabilité pour les RPS, mais personne n'a envie d'être coupable, d'être pointé du doigt sur soit le mauvais manager, soit le mauvais dirigeant qui n'a pas mis en place, ou etc. Et ça crée du déni dans l'environnement professionnel, parce que personne n'a envie de prendre la patate chaude à son compte. Et on comprend bien, hein. Donc, et donc, si je reprends ce que disait Eric, parmi le travail que peut faire l'entreprise sur elle-même, c'est avoir cette capacité à prendre du recul et se dire, c'est pas parce que j'aborde un sujet qui est l'épuisement professionnel que ça veut dire qu'un tel est mauvais manager ou qu'un tel est mauvais dirigeant ou que mon entreprise est coupable de quelque chose. Je pense que ça aide à oser mettre les mains dedans, se dire en fait, si je m'y intéresse, c'est parce que j'ai envie d'un environnement qui est performant et durable. La durabilité, le fait que les personnes vont pouvoir donner d'elles-mêmes dans le temps, c'est ça l'objectif de faire de la prévention. Oui, et je reviens sur le fait de réussir à séduire sa propre direction pour plutôt voir pas le côté effectivement réducteur de tout ça, mais plutôt il est quand même bon de s'occuper de nos collaborateurs et de dire qu'on est là et de repérer et d'aider. C'est une autre Malheureusement, lecture. souvent, ce qui va aider, c'est de les aider à chiffrer, et ça, vous pouvez le faire, à chiffrer l'impact de ne rien faire. Donc, je dis malheureusement parce que ça veut dire qu'il faut commencer à avoir des impacts, mais donc, notamment des rotations de personnel, des arrêts maladie qui augmentent, soit en durée, soit en fréquence, ou les deux. Donc, soit c'est des petits arrêts qui augmentent en fréquence, il y en a de plus en plus de petits arrêts, soit c'est certains arrêts qui s'allongent. C'est-à-dire qu'avant, on avait des arrêts de 3 jours, une semaine, maladie virale classique. Et puis là, on commence à avoir des salariés, ça dure 1 mois, 2 mois. Et donc ça, vous pouvez évaluer à la louche le coût pour l'entreprise. Ce qui est difficile, mais vous pouvez vous aider des équipes, c'est évaluer le coût de dysfonctionnement. Le fait je ne sais pas, d'avoir un commercial qui n'est pas là, ça fait quoi? Ça, c'est le plus facile, hein, parce qu'il a un impact direct. Mais quand c'est quelqu'un qui est en R&D ou autre, d'essayer de l'évaluer. Et moi, c'est ce que je fais parfois avec des clients quand je dois aider un manager à faire comprendre à sa direction. Il chiffre, on regarde. Alors, si jamais il s'en va, combien ça a coûté que son travail ne soit pas fait? Combien ça va coûter de recruter quelqu'un à sa place, de le former, etc. Et puis là, on arrive à des chiffres qui sont… je l'avais dans mes slides, mais on a dû passer vite. Tu l'as pas présenté, on l'avait mis J'ai pas fait au gaffe. backup. Voilà. Et donc, en fait, on se rend vite compte que ça coûte très cher de ne rien faire. Donc, que finalement, investir sur une journée de formation, c'est pas très cher à côté. Ah, j'ai bien compris qu'on séduit la direction par les chiffres, voilà. Ça marche Mais bien. oui, de toute façon, c'est un levier, c'est imparable. Ok, j'ai pris note. Faut comprendre pourquoi la direction est contre, en fait. Hein. Je pense que c'est vraiment le travail de fond qu'il y a à faire, c'est savoir est-ce que elle est contre parce qu'elle a peur, ce que disait Astrid, d'avoir 10%, 20% de ses salariés qui déclarent être en épuisement professionnel suite à ça. Est-ce qu'ils sont contre parce que c'est le business avant tout et ils n'ont pas le temps de s'occuper de sujets annexes? Est-ce que, voilà, c'est vraiment ça, essayer de Non, bien sûr. comprendre en discutant avec eux quels sont leurs freins
et qui font que ça leur permet pas d'y aller et peut-être démarrer sur d'autres sujets. Les piliers qu'a présenté Astrid, ça reste vrai pour énormément d'autres sujets, d'être sur le travail réel, d'être sur un climat de confiance où la parole est ouverte et écoutée par le manager, avec des formations dessus. Donc tout ça, c'est des piliers qui sont vrais, quelles que soient les thématiques. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans l'entreprise, un aussi, c'est est-ce que c'est la priorité de l'entreprise, hein. Il y a peut-être d'autres sujets à traiter avant, hein. C'est peut-être, ils sont peut-être convaincus qu'il faut traiter l'épuisement professionnel, mais il y a peut-être un risque beaucoup plus important à d'autres niveaux. Donc voilà, c'est vraiment faire l'état des lieux et voir quel est le plan d'action, sachant qu'il y a des choses qui seront utiles quoi qu'il arrive. Euh, Travail réel, rapport de confiance, ça c'est des choses qui sont indispensables, quelles que soient les thématiques HSE à aborder. Et puis derrière, après, c'est orienter l'entreprise vers telle ou telle chose dans un plan d'action qui va pouvoir s'étaler sur 2, 3, 4 ans. Et l'avantage dans les systèmes de prévention, c'est que quand on travaille à créer ce climat de confiance, même si on le fait en mettant comme thématique les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire quelque chose de totalement physique, et ben forcément, ce climat de confiance va avoir un impact positif sur tous les autres sujets derrière. Donc ça, il y a toujours cet effet-là. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment travailler sur de la prévention, mettre des thématiques en fonction des priorités de la direction, en fonction de leurs appétences pour tel ou tel sujet, et travailler si on pense que bah, les risques psychosociaux sont peut-être un vrai risque très important dans votre structure. Et donc réussir à faire monter ce sujet-là dans le top 3 des priorités en termes de prévention pour pouvoir avoir la formation et décliner ça auprès de l'ensemble des managers et de l'ensemble des salariés. Enfin, ça, après, c'est à décliner. Parfait. Voilà. Ben, merci beaucoup. Bah, merci à vous pour votre question. Est-ce qu'on a... Alors, il y en a plusieurs qui nous ont quittés, ce qui est un petit peu normal puisqu'on dépasse le temps. Mais si jamais les derniers participants veulent nous poser une question, on peut encore en prendre une toute dernière. Après, on clôturera ce webinaire. Bon, apparemment, personne ne prend la parole. Euh, Astrid, il me reste à te remercier pour cette présentation. Comme tu l'as proposé, je diffuserai bah, tous les petits compléments que tu nous permets de partager dessus. Il y aura bien évidemment tes coordonnées qui seront repris pour que vous puissiez rester en contact entre ceux qui ont assisté et ceux qui ont présenté, hein, bien évidemment. Donc, il y aura les liens qui seront faits. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour conclure, Astrid. Merci à tous ceux qui ont pu être présents aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment important et trop souvent tabou. Et comme on l'a vu dans l'échange qu'on a eu avec vous, Jackie, hein, qui est complexe à aborder en entreprise. Et en même temps, moi, ce que j'observe, c'est que depuis 2020, il y a vraiment de plus en plus d'actions qui sont faites et souvent coordonnées, HSE, RH, management, direction. Et cette coordination permet souvent d'aller trouver des solutions vraiment nouvelles aux problématiques rencontrées. Et donc, merci à tous ceux qui sont là. Donc, je ne sais pas, puisque tout le monde ne s'est pas présenté, hein, quels sont vos postes, mais voilà, j'espère qu'avec ces éléments-là, vous allez pouvoir continuer le travail que vous faites en interne. Voilà. Bah, Et merci merci. beaucoup, Eric, bien Bah, sûr, de m'avoir de invité rien. Mais de à rien. Et on partager ce soir avec recommencera vous. sur Préventica ensemble parce que je pense que le message est très important et c'est vraiment ça fait vraiment partie des sujets où je pense il y a des grands progrès à faire dans les entreprises. Donc un grand merci à tous pour avoir assisté et partagé ces éléments. D'ici lundi, vous recevrez le lien vers le replay et tous les éléments dont Astrid nous a autorisé à communiquer. Je vous donne rendez-vous donc sur le prochain qui sera toujours un petit peu en lien quand même avec ces problématiques sur la prévention durable de l'absentéisme, hein. Donc on est toujours sur
sur l'humain et le fait du pourquoi et comment faire de la prévention. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Faites attention sur les routes si comme nous, vous avez de la neige à l'extérieur. Et puis à très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.